Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec pour m'accompagner ce soir Lou Fritel, journaliste à Paris Match. Bonsoir Lou. Bonsoir. Et bonsoir Bertrand Perrier. Merci à vous deux d'être là. C'est parti pour le sommaire de ce soir avec à la une dans Chaque Voix compte la brutalisation de la vie politique au cœur des débats après le meurtre de Quentin Desranques samedi à Lyon. À l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement ont rapidement tourné cet après-midi au pugilat anti-LFI, tandis que l'enquête progresse avec ce soir les premières interpellations. Question ce soir sur cette violence politique qui vient percuter la campagne des municipales et qui inquiète à 14 mois de la présidentielle. Nous en parlons avec vous, Jean-Yves Camus, bonsoir. Vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et chercheur à l'IRIS. Merci d'être là aux côtés d'Elsa Mondingava, journaliste parlementaire à LCP. Vous nous avez fait vivre tout l'après-midi sur LCP cette séance de questions au gouvernement. Et bonsoir Xavier Crétier. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques et auteur notamment du livre « Violence politique en France » paru aux presses de Sciences Po. Vous êtes également enseignant à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye. Merci à tous les trois d'être là. Nous sommes également en direct de Lyon avec vous, Francis Ziegelmeyer. Bonsoir, vous êtes journaliste au Progrès et nous ferons le point dans un instant avec vous sur l'enquête qui se poursuit et qui a progressé aujourd'hui puisque les premières interpellations sont intervenues il y a quelques minutes maintenant. Lou, de quoi allez-vous nous parler ce soir ? De la fondation d'une Ligue des droits de l'homme de droite. C'est le nouvel outil des nationalistes pour lutter contre la gauche. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Question ce soir sur Parcoursup, alors que les députés viennent de rendre les conclusions d'une mission flash sur l'efficacité de la plateforme. Outils d'orientation ou machine à trier socialement. Nous en parlerons avec les deux co-rapporteurs de cette mission, Pierrick Courbon qui est député socialiste de la Loire et Franz Gums qui est député MoDem de Saint-Barthélemy. Et puis Louis Boyard, député LFI du Val-de-Marne, sera aussi avec nous. La France Insoumise avait déposé l'an dernier une proposition de loi pour carrément supprimer Parcoursup. Vous, Bertrand Perrier, vous aimez Parcoursup ? Je vous expliquerai comment Parcoursup s'est devenu LinkedIn au lycée. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ce soir ou nous faire part de vos réflexions. Vous flashez le petit QR code qui est là et qui restera là tout au long de l'émission. Et c'est Bertrand Perrier qui a la tablette magique ce soir. C'est lui qui est chargé de collecter vos messages et de les transmettre à nos invités. On n'oublie pas Bourbon Express, bien sûr, le journal de l'Assemblée nationale tout à l'heure avec Valérie Brochard. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. L'Assemblée nationale a donc observé une minute de silence en début d'après-midi en hommage à Quentin Desranques, ce jeune militant nationaliste de 23 ans, lynché à mort jeudi dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Cette minute de silence a précédé une séance de questions au gouvernement dont tout le monde prédisait qu'elle allait être électrique. Baptiste Garguichartier nous la résume. Une ouverture d'une séance de questions au gouvernement très solennelle cet après-midi. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. Une minute de silence en hommage à Quentin Desranques, juste avant la première question du Rassemblement national, directement posée au gouvernement. Allez-vous dissoudre les organisations Antifa ? Allez-vous faire poursuivre leurs éventuelles reconstitutions, comme le permet le Code pénal ? J'ai dissous de nombreuses associations d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Et nous devons continuer à les dissoudre, comme l'a fait Bruno Retailleau lorsqu'il l'a proposé, et comme va continuer à le faire, vous le savez, Laurent Nunez. Et oui, vous aurez le gouvernement toujours à vos côtés, et j'espère le Parlement aussi. La jeune garde est aujourd'hui pointée du doigt. Son fondateur, Raphaël Arnaud, n'était pas présent sur les bancs de l'hémicycle, mais la France Insoumise n'a échappé ni aux critiques, ni aux attaques des oppositions. Il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Et cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Durant les débats, pas un mot dans les rangs insoumis, jusqu'à ce que la présidente du groupe prenne la parole. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre Assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Ce que vous venez de faire
est absolument ignoble et abjecte. Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire. Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur l'annonce. Une circulaire a été envoyée à tous les recteurs pour interdire toute manifestation politique dans les universités en cas de risque de trouble à l'ordre public. Xavier Crétier et Jean-Yves Camus, je voulais d'abord votre commentaire sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale. D'abord cette minute de silence et puis ensuite ces questions au gouvernement. On prédisait une ambiance très houleuse, très électrique. Les questions ont essentiellement porté sur ce sujet, sur le meurtre de ce jeune homme. Comment est-ce que vous avez trouvé à la fois et les députés et les ministres dans leurs réponses ? Pendant que l'Assemblée nationale rend hommage au jeune homme qui est décédé, ce qui est une excellente initiative, je vois, moi, des commentaires sur les réseaux sociaux, y compris à ce que je peux poster, qui m'expliquent que finalement, ce jeune homme était un fasciste et qu'il n'y a pas lieu d'en faire un plat. Ça prouve à quel point la polarisation est grande. Et cet hommage, non pas à quelqu'un à raison de ses idées, mais parce qu'il est mort et que personne à son âge ne mérite de mourir, alors qu'il n'a participé à aucune rixe, ou du moins à aucun acte délictueux, ça prouve quand même qu'il est temps de réfléchir à ce que la parole politique, à ce que la parole militante a atteint comme degré de radicalité. Parce qu'il arrive que la parole soit performative. Elle ne l'est pas toujours, heureusement. Mais il existe des gens qui entendent les mots comme des appels à les transformer en actes. C'est évidemment une stratégie de la France insoumise que de casser le consensus sur tous les sujets, en essayant de porter le fer là où il y a une cassure possible de l'arc républicain. C'est comme ça que j'interprète, moi, les prises de position d'un certain nombre de députés et de cadres insoumis sur, par exemple, la légitimation de la lutte armée de certains mouvements palestiniens, certaines réactions d'après le 7 octobre. Porter le fer là où le consensus républicain est le plus général. Porter le fer en disant, par exemple, que tous ceux qui ne se prononcent pas explicitement contre le gouvernement Netanyahou sont des génocidaires ou des complices des génocidaires, ce qui fait de moi, par exemple, un génocidaire, à minima. C'est véritablement toucher à ce qui faisait l'unité nationale. Et tout ça, en multipliant les prises de parole, disant, mais antisémites, pas du tout, nous sommes simplement antisionistes. Encourageant la violence, non, pas du tout. Nous encourageons un antifascisme défensif. Il est temps, à un moment donné, et l'avancée de l'enquête, les interpellations, je l'espère bientôt, ce qui va suivre, permettront effectivement d'établir qu'à un moment donné, ce qui était un mouvement antifasciste qui voulait faire la jonction de l'antifascisme traditionnel et de l'ensemble des luttes anticapitalistes, antimilitaristes, féministes radicales, etc., a débouché sur quelque chose qui ne doit pas se produire, quelle que soit la victime et sa proximité idéologique. Xavier Crétier. Alors, je ne serais pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Yves Camus. Chaque voix compte, voilà, et c'est pour ça que vous êtes là. Je suis assez d'accord sur l'idée que la France insoumise a eu une part de responsabilité dans ce qu'on pourrait appeler la brutalisation de la parole publique, en particulier à l'Assemblée. C'est d'ailleurs une stratégie totalement revendiquée et qui est justifiée, qui s'inspire en particulier de la philosophe Chantal Mouffe. L'idée de la France insoumise, c'est de dire il faut combattre l'espèce de compromis libéral un peu mou,
coup, et durcir les positions, c'est de cette façon-là qu'on doit faire de la politique. Et qu'on existe. Et qu'on existe. Soit, ils le font, ça a été une stratégie qui a été mise en place. De là à dire que cette brutalisation de la parole publique a un effet direct sur un activisme de rue et un activisme meurtrier en l'occurrence, ça me paraît un petit peu rapide. Moi, je suis Jean-Yves, je suis très méfiant sur l'idée que les mots tuent directement. Les mots inspirent peut-être, hein, les mots peuvent avoir un effet d'inspiration, mais ils ne tuent pas directement. Je pense que ce n'est pas tellement vrai. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'islamisme radical. On voit très bien que la plupart des islamistes qui sont actuellement en prison, on a travaillé sur plus de 600 personnes qui sont actuellement en prison, ne sont pas des gens qui ont été socialisés avec les frères musulmans, dans une logique comme ça de mots et d'inspiration de violence radicale ou de violence islamiste. Là, en l'occurrence, c'est quoi ? On a affaire à un conflit entre deux bandes qui se sont rencontrées. La violence, c'est toujours une interaction et c'est des émotions. Ouais. C'est des gens qui se haïssent, c'est des gens qui se provoquent. Je pense qu'il ne faut pas suridéologiser ce type de cas. C'est vraiment une interaction violente. Et voilà, sur bien des points, c'est assez proche des phénomènes de guerre entre bandes ou entre gangs qu'on peut voir dans les quartiers périphériques. En l'occurrence, vous avez des anciens de la France insoumise qui reprochent aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon, notamment cet été, d'avoir eu des mots invitant les jeunes à s'engager, y compris de manière violente en politique. Donc c'est vrai que, pardon, mais je vois nécessairement un lien peut-être moins direct que celui que Jean-Yves Camus a pu soulever, mais quand même assez présent entre ce qui s'est passé ces derniers jours et les positions de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si le fait de défendre une logique anticapitaliste, non, mais là, pas du tout, invitant à s'engager, y compris de manière violente. Ça, s'il a invité les gens à s'engager de façon violente, oui, en effet. Là, justifiant. Et puis aussi, pardon, mais d'avoir un représentant comme Raphaël Arnaud, qui effectivement a fondé la Jeune Garde sur les bancs de la France insoumise. Il y a certains ministres LR qui étaient membres d'Occident et qui maniaient très bien la barre de fer dans les années 70. Tout à fait, mais la différence, c'est qu'il a fondé ce mouvement qui revendique justement la violence défensive. Donc c'est quand même, justifié, oui, en effet, la violence en politique, et avoir un de ses représentants les plus présents, les plus importants. On va revenir d'ailleurs sur le cas de Raphaël Arnaud. Bertrand Perrier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste souligner, d'un point de vue rhétorique, le whataboutisme que fait Mathilde Panot, c'est-à-dire la stratégie de diversion. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas à parler de la mort de Quentin Durand. C'est-à-dire immédiatement, elle déplace le sujet sur d'autres morts. Et je trouve ça extrêmement frappant d'un point de vue argumentatif. On a une question d'un téléspectateur dont je me fais le relais, qui nous interroge, et surtout vous, sur la nouveauté du phénomène des milices d'ultra-gauche, et qui pose la question: l'ultra-gauche se dote de milices en opposition à des milices d'ultra-droite? Moi, je n'utilise pas le terme de milice parce qu'il a une connotation juridique précise, qui provient de la loi du 10 janvier 1936 sur les milices privées et les groupes de combat, laquelle loi a été incorporée dans le Code de la sécurité intérieure, article L212 petit 1. C'est une des incriminations possibles qui peut conduire à l'interdiction, à la dissolution d'un mouvement, qu'il se soit constitué en milice privée, c'est-à-dire qu'il se prépare ou qu'il soit déjà une formation de combat. C'est très rare. C'est très rare. Si l'on prend par exemple, et c'est pour cela que j'en reviens au phénomène de bande, la mort de Clément Méric, c'était vraiment un phénomène de bande. Ce sont des membres du mouvement Troisième Voie, donc d'extrême droite, et des militants antifascistes, donc Clément Méric, qui portent le même dress code et qui se retrouvent un jour de solde privé dans un appartement, et puis là, le ton monte, et puis ça se règle en bas, et il y a un mort sur le pavé. Là, ce sont des bandes. Mais dans le cas lyonnais, ce ne sont pas des bandes. C'est un groupe politique qui a un manifeste publié en 2018 lors de sa fondation, qui est toujours disponible, qui est un manifeste articulé, qui est un manifeste très articulé, qui ne mentionne pas d'ailleurs le recours à la violence comme moyen de mettre en œuvre la révolution et d'abolir le capitalisme. Mais c'est un mouvement constitué qui recherche
le contact avec l'articulation avec un mouvement politique, alors évidemment pas social-démocrate, parce que social-démocrate égale social-traître, mais avec un mouvement de la gauche radicale, et qui le trouve avec Jean-Luc Mélenchon. Jusque-là, tout se débat, tout ce qui est écrit dans le manifeste de la Jeune Garde se débat, sauf qu'ensuite, moi je n'ai pas dit que la parole tuait. J'ai dit qu'il existe un certain nombre d'individus qui, n'ayant pas le recul intellectuel nécessaire, lisent qu'il faut abolir le capitalisme et finissent par incendier le siège d'une société. Lisent qu'il faut soutenir l'écologie radicale et finissent par à Sainte-Soline. C'est ce que disait Sébastien Lecornu, les mots deviennent etc., des armes. Donc, armes. il existe fort heureusement des militants qui se sont tenus à l'écart de tous ces actes de violence, mais vous savez, chez les plus faibles d'entre eux, dans toutes les radicalités, vous avez des gens qui, à un moment donné, se disent « bah écoutez, puisqu'on a une parole qui vient d'en haut, un chef qui siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale, finalement, pourquoi pas ?» Et un chef qui a quand même justifié plusieurs fois ça face caméra. Alors attendez, on va c'est faire un détour. C'est là la grande erreur, à mon avis, qui consistait à faire de ce chef, qui devait rester, me semble-t-il, à sa place de dirigeant d'un groupe antifasciste, un membre de la représentation nationale. On va faire un détour par Lyon, si vous voulez bien. Je salue Francis Ziegelmeyer. Merci d'être en direct avec nous depuis Lyon. Vous êtes journaliste au Progrès. Vous suivez depuis le début l'enquête sur la mort de Quentin de Renques. Enquête désormais ouverte, on le sait, pour homicide volontaire. Que sait-on ce soir de l'enquête? Plusieurs suspects identifiés et plusieurs interpellations ont eu lieu il y a quelques minutes, je crois. C'est cela? Oui, alors les choses bougent continuellement. Il y a 4 personnes qui ont été interpellées. Et sur ces 4 personnes, il y a l'attaché parlementaire du fondateur de la Jeune Garde des députés et des filles, Raphaël Arnaud. Il y a donc Jacques-Élie Favreau qui fait partie des personnes interpellées. Voilà ce qu'on sait là tout de suite à l'heure actuelle. On sait qu'il y a 6 personnes donc, qui sont... il en restait 2 visiblement interpellées ce soir. Donc voilà où en est pour l'instant l'enquête à Lyon. Ces 6 personnes avaient été identifiées, semble-t-il, dans la nuit ou hier soir. Les 4 interpellations, donc, vous venez de nous le dire il y a quelques minutes, dont Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été interpellé? Il a été interpellé parce que visiblement il était sur place. Il était sur place. Il y a des témoins qui ont dit que lui, il était entre guillemets à la manœuvre, à la commande c'est comment, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, des personnes qui étaient avec lui. C'est lui qui commandait la Jeune Garde lors des événements qui se sont déroulés. En tout cas, vous dites qu'il commandait la Jeune Garde. Bon, on parle d'un groupuscule qui a été dissous. Et donc, vous nous parlez de l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud qui commandait une ligue dissoute. Il commandait, en tout cas visiblement, d'après les éléments, il était, d'après certains témoignages, c'est pas confirmé par l'enquête. Tout de suite, il faisait partie des gens qui indiquaient, qui donnaient des consignes, des ordres à ceux qui étaient sur place. Est-ce qu'on en sait plus, Francis Ziegelmeyer, sur le déroulé des faits? Votre journal, Le Progrès, a publié cet après-midi une vidéo. Le Canard enchaîné a publié également une vidéo cet après-midi d'une bagarre qui a opposé 2 groupes avant le lynchage de Quentin des Renques. Est-ce que la publication de ces vidéos nous raconte autre chose? Elle nous raconte que les affrontements ont commencé avant la vidéo. Il y a eu un premier affrontement, déjà visiblement à cet endroit-là. Et il y a eu déjà ce qui s'est passé devant l'université Lyon 2. Il y a eu ce deuxième affrontement et le troisième affrontement où l'on voit Quentin de Renques effondré au sol. Est-ce que l'existence de ces vidéos et donc de ces bagarres nous dit qu'il ne s'agissait pas en fait d'un guet-apens? C'est difficile. Là, je pense que seule l'enquête pourra le déterminer. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain. Là, ce soir, en dehors des identifications et des interpellations, sur quoi travaillent les enquêteurs? Qu'est-ce qu'ils essayent encore d'éclaircir? Je pense que les enquêteurs, actuellement, ils ont beaucoup d'éléments à disposition. Et la téléphonie, il y a forcément également des témoignages. Il y a toutes les vidéos qui ont été prises par des différents témoins qui ont dû être récupérés et qui permettent d'identifier les personnes qui étaient présentes. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Je vous en prie.
Oui, non, mais juste pour dire, les enquêteurs sont quand même relativement discrets au vu de la difficulté de cette enquête. Comment travaillent-ils? Parce que vous nous parliez du bornage téléphonique. Est-ce que vous les voyez sur place aux abords de Sciences Po Lyon? Non. Non, on les a pas vus aux abords de Sciences Po Lyon. Ça s'est fait excessivement discrètement. Je vous disais, Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a mis en cause ce matin la préfecture de Lyon, affirmant qu'elle était informée de la manifestation de Némésis contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po, et il déplorait qu'il n'y ait pas eu de cordon policier. Qu'en est-il, vous qui êtes à Lyon, vous qui êtes sur place? Encore une fois, d'après les informations dont on dispose, il n'y avait pas de policiers visibles, mais il y avait des policiers qui étaient présents sur place. Il y avait des policiers sur place au moment de cette réunion de Rima Hassan dans l'enceinte de Sciences Po. Des gens voilà, mais encore une fois, les événements ne se sont pas produits juste à côté. Hein. Oui, c'est ça, on est à 200 mètres de Sciences Po. Ouais, 200-300 mètres de Sciences Po. Enfin, franchement, c'est des choses qui peuvent... ça peut échapper. Donc la présence policière ou non n'est pas en cause selon vous, parce que c'est les Insoumis, cet après-midi notamment interpellé Gérald Darmanin et le Premier ministre sur ce thème. Oui, on peut dire que qu'il y aurait pu y avoir plus de policiers, il y aurait pu aussi ne pas y avoir de manifestation de l'interdire, celle de Némésis. Il y aurait pu également interdire la venue de Rima Hassan. Rien, voilà. Donc je pense que c'est un petit peu difficile. Là, le principe, c'est de se focaliser sur une enquête. Il y a un jeune homme de 23 ans qui est mort dans un affrontement de rue. Et l'idée, c'est de savoir qui sont les responsables de cette tragédie. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de Lyon. Mais je voulais avoir votre sentiment, Jean-Yves Camus et Xavier Crétier, sur ces premières interpellations. Donc 4 personnes interpellées, dont Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. D'ailleurs, il était où Raphaël Arnaud cet après-midi, Elsa Mondin-Gavard ? Alors, il n'était pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on le savait, puisque Mathilde Panot, lundi dans notre émission, avait dit qu'elle ne souhaitait pas forcément qu'il soit présent. Côté la France Insoumise, on ne veut pas trop donner de crédit, dire qu'il s'absentait exprès, etc. On dit son nom est cité partout, il est accusé d'un crime, donc évidemment, il n'allait pas être là aujourd'hui, mais on ne veut pas donner de symbole particulier à son absence tout à l'heure dans l'hémicycle. Votre commentaire sur ces premières interpellations, donc 4 personnes interpellées, des membres de la Jeune Garde. Alors, mon premier commentaire sera juridique. Une interpellation n'est pas une mise en examen. Et quand bien même, parmi les interpellés, tous ou certains seraient mis en examen, ils bénéficieront de la présomption d'innocence jusqu'au moment où ils auront été condamnés. Ils ont des droits à la défense. Il faut naturellement les respecter. Pour autant, je n'imagine pas que les enquêteurs avancent sans avoir un minimum de billes. Le point central, encore une fois, y compris d'un point de vue juridique, ça va être de déterminer si les militants qui ont tapé à mort ce jeune l'ont fait d'initiative de leur propre chef, ou s'ils ont reçu consigne de le poursuivre, je ne dis pas consigne de le battre à mort. Je n'envisage même pas cette hypothèse tellement elle serait tragique. Mais est-ce qu'il leur a été demandé de le poursuivre si loin des lieux du premier affrontement, puisqu'il est secouru à 2 kilomètres de l'endroit où commence le film, si j'ose dire. Est-ce que ces militants ont agi de leur propre volonté, ce qui de toute façon est inadmissible? Ou est-ce que, parce que là, il va y avoir un problème de responsabilité personnelle, est-ce qu'il y a une chaîne pas une chaîne de commandement, on n'est pas dans un mouvement paramilitaire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui véritablement chapeaute ce groupe et qui lui dit où aller, quoi faire? Voilà, à ce stade, c'est aux enquêteurs de répondre, on n'a pas encore tous les éléments en main, donc il faut surtout tout faire pour que les éléments sortent vite. Évidemment, la procédure et l'enquête est compliquée, mais la pire des choses, ce serait que continuent à se multiplier sur les réseaux sociaux les dénonciations, les rumeurs, enfin bref, tout ce qui fait que dans cette semaine où il va y avoir, y compris à Lyon samedi,
des hommages qui vont être rendus par les militants qui étaient proches de lui aux disparus, que cette tension aboutisse sur de nouveaux heures. Francis Ziegelmeyer, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, sur ces dénonciations qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, on a eu une jeune fille qui était accusée d'avoir participé à ces événements. On a eu son père au téléphone, il l'avait accompagné, elle prenait l'avion la veille. Donc son nom était jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est absolument, il faut que ça aille vite parce que ça peut vite être compliqué. Il y a ensuite l'hommage qui va être rendu samedi. Je pense que c'est un hommage qui va se dérouler sous haute tension avec de nombreuses personnalités, avec un appel à faire venir, un appel qui est lancé aux différents mouvements d'extrême droite qui pourraient se retrouver à Lyon. Et la situation pourrait être compliquée samedi. Sébastien Lecornu a demandé cet après-midi que la vérité judiciaire passe sans aucune pression sur les enquêteurs et sur l'autorité judiciaire. Et en même temps, il n'a pas hésité à se tourner vers la France insoumise, de même que Gérald Darmanin, de même que quand même de nombreux groupes parlementaires qui ont dit la jeune garde tue et LFI devrait condamner Elsa. Il y a eu une réponse en 2 temps de Sébastien Lecornu. Dans sa première réponse qu'il fait à Laurent Wauquiez, alors que Laurent Wauquiez, lui, cible complètement la France insoumise, le Premier ministre répond en disant « les responsabilités, elles sont avant tout individuelles ». Donc ce qu'il rappelle bien, c'est que c'est la responsabilité, chacun est responsable de ses actes. Donc à ce moment-là, le Premier ministre donne le sentiment quand même de, voilà, sans vouloir déresponsabiliser les uns et les autres, déjà réaffirmer un principe de base, c'est que les coupables, ce sont ceux qui agissent. Ensuite, dans sa deuxième réponse à Mathilde Panot, qui, on l'a vu, elle a fait une référence au rugbyman Federico Aramburu en disant qu'il y avait un 2 poids 2 mesures, qu'on luttait contre les groupes d'extrême gauche, mais qu'on ne condamnait pas la violence quand elle venait d'extrême droite. Là, la réponse du Premier ministre a été beaucoup plus ciblée vers la France insoumise. Il a dit que c'était une réponse ignoble et abjecte. On voit sur les images que la France insoumise ne réagit pas tellement puisque consigne, en tout cas décision collective de rester très calme avait été prise avant la séance. Et après, il appelle clairement la France insoumise à balayer devant sa porte. Mais on sent qu'il allait moins loin que Gérald Darmanin, qui lui avait décidé, clairement, de cibler la France insoumise, même si effectivement, dans sa réponse à Mathilde Panot, il parle clairement de la responsabilité des insoumis dans le climat, dans la violence que peuvent avoir certains groupes liés de plus ou moins directement avec leur mouvement. Xavier Crétier, Sébastien Lecornu a aussi parlé d'un moment de vérité. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, c'est un moment de vérité ? Alors, moi, j'aimerais bien peut-être, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment, avec cette minute de silence, les débats, la focalisation médiatique, on a l'impression que la France vit un grand moment de violence politique et qu'on est dans une situation quasi révolutionnaire. Peut-être revenir un petit peu sur ce que c'est que la violence politique en France. Nous, on a fait un gros travail, on essaie de comptabiliser les actes de violence politique depuis 1986 jusqu'en 2021, donc à peu près 40 ans de violence politique. On a relevé à peu près 5600 faits de violence politique. Sur ces 5600 faits, 4829 n'ont donné lieu à aucun mort ou aucun blessé, donc la grande majorité. On a 418 décès. Comment se répartissent ces décès ? 289 chez les islamistes. Indiscutablement, les islamistes, c'est vraiment la violence politique majeure et la menace majeure dans le pays. 71 chez les séparatistes, corses, basques, etc., ce qui est un nombre important. 2 morts issus de violences syndicales, 1 mort issu de violences sociétales, écologistes radicaux, antitechnicistes, etc. Le reste, c'est 53 morts chez les idéologiques, c'est-à-dire ultra-gauche, ultra-droite. Comment se répartissent ces 53 morts ? 5 morts dus à l'ultra-gauche, 48 morts dus à l'ultra-droite. Donc on a là... Mais est-ce que la violence, elle se mesure en morts ? Non, pas seulement. Vous avez tout à fait raison. Elle ne se mesure pas seulement en morts. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est que précisément, c'est quelqu'un, disons, appartenant à l'ultra-droite qui est mort, tué par quelqu'un d'ultra-gauche. Et ça, c'est relativement rare. C'est-à-dire qu'en général, l'ultra-droite pose des problèmes de violence interindividuelle quand l'ultra-gauche pose des problèmes de troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que l'ultra-gauche détruit,
casse. Hein, c'est les tactiques Black Bloc, etc. L'ultra-droite, c'est la violence de coups. C'est 3 skinheads qui croisent un arabe et qui le frappent. Voilà. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes logiques de violence. Et là, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, hein, c'est peut-être pour moi l'élément le plus étonnant, c'est qu'on a affaire à des gens d'ultra-gauche qui ont tapé et qui ont tué. Hein. Donc, enfin, en tout cas, je ne sais pas d'ailleurs si ce sont eux, l'enquête le dira, moi je ne me prononce absolument pas sur l'enquête, mais très clairement, il semble que ce soient des gens qui soient très liés à ce mouvement qui ont tué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la violence politique, elle existe dans ce pays. Enfin, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans un certain nombre de pays européens qui ont pu connaître des niveaux de violence, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande du Nord, donc la Grande-Bretagne, des niveaux de violence absolument incommensurables par rapport à ce que nous avons connu. On n'est pas dans un niveau de violence absolument sidérant. Il y a aussi une vraie instrumentalisation politique, que ce soit d'ailleurs de la part de la droite ou que ce soit de la part de la gauche. Il y a eu la même chose avec Clément Méric, il y a actuellement l'affaire avec Quentin. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui vient à l'instant de donner une conférence de presse, une allocution sur ses réseaux sociaux. Écoutez. Pour nous, la mort n'a rien à faire dans la dispute politique. La mort n'a rien à faire dans la dispute politique et souvent nous disons ni la violence. Dans la violence, qu'elle soit défensive ou offensive, je le dis en notre nom à tous les coups ne sont pas permis. On se déshonore lorsque, étant contre la peine de mort, on ne calcule plus la portée de ses propres actes et que l'on frappe d'une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d'infliger la mort. Jean-Yves Camus, quel regard vous portez sur la façon dont LFI se défend depuis ce matin? On a vu les Insoumis se déployer sur toutes les antennes. Pour reprendre les termes de Jean-Luc Mélenchon qui expliquait que ce n'est pas notre histoire. Et là, ce soir, on sent peut-être un changement de pied. C'est difficile à commenter sans avoir quand même une très grande émotion. Parce que mon impression est que Jean-Luc Mélenchon est sincère. Sans doute réalise-t-il qu'il y a eu une certaine imprudence dans la façon de lâcher la bride à certains groupes et à certains individus. Quand vous dites lâcher la bride, vous voulez dire des incitations ? Et à un moment donné, vous investissez pour les élections législatives quelqu'un, d'abord qui ne vient pas de chez vous, qui vient du NPA, ensuite qui est fiché S. Bon, il est élu, ça c'est les électeurs qui décident, mais enfin, ça doit quand même vous inciter à regarder un peu, même si le député en question n'a aucune part personnelle dans les coups qui ont été donnés. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'effectivement, la violence défensive et la violence offensive, a fortiori, peuvent donner lieu à un moment donné à un défaut de maîtrise. Il y a des gens qui ne retiennent pas leurs coups. Il y en a, fort heureusement, plus entraînés, plus habitués, qui savent exactement quelle est la limite de l'affrontement. Moi, je pense qu'il y a une désinhibition de tous les côtés, d'ailleurs, de tous les côtés du spectre politique. C'est-à-dire que finalement, ça devient... Voilà, le mort, c'est une victime collatérale. Il appartenait au mauvais camp. Bon, bah voilà, ça a mal tourné, et puis voilà, on n'en parle plus. J'espère que la réaction du reste de la représentation politique de LFI sera à la hauteur de ce que je viens d'entendre. Et je suis parfaitement d'accord par ailleurs avec ce que vient de dire Xavier Chrétien. Ne partons pas non plus du principe que nous sommes au bord du précipice de la guerre civile. Ça n'est pas la stratégie de l'attention à l'italienne des années 70-80, ça n'est pas la bande à Bader des années 70, dont on sait maintenant qu'elle avait derrière elle l'appareil de la Stasi et d'autres services du bloc communiste. Ça n'est même pas les violences des années 30, hein, loin s'en faut. Mais enfin, c'est précisément parce que il est très rare qu'on en arrive à ce type d'extrémité qu'il est temps de poser des bornes. Et ces bornes, elles passent avant tout par la judiciarisation et la condamnation des auteurs de toutes ces rixes, de tous ces coups, de toutes ces attaques qui ne sont pas mortelles, qui font quand même des fois des blessés assez sévèrement atteints, mais qui montrent une dégradation du climat politique. Donc on passe d'abord par la judiciarisation, passez-moi l'expression, on tape. La justice tape. À un moment donné, vous vous rendez coupable d'un délit,
eh bien, vous en êtes responsable. Et vous prenez des peines qui, si possible, sont des peines dissuasives et qui permettent de faire baisser le niveau de violence. On ne peut pas laisser courir. Et interdire les réunions qui peuvent provoquer des troubles à l'ordre public dans les universités, est-ce que c'est un mal nécessaire pour faire redescendre cette tension ? C'est déjà le cas. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Une réunion, nous on a reçu Rima Hassan à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, on a jugé qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public, qu'il y aurait eu un trouble à l'ordre public, on l'aurait évidemment empêché, on l'aurait évidemment interdit. Donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette circulaire, surtout si la circulaire donne la décision au directeur d'établissement. Les directeurs d'établissement... Mais in fine, c'est le président de l'université. Le président de l'université ou un directeur d'un IEP, il refusera une réunion s'il y a une menace de trouble à l'ordre public avérée. C'est les laisser complètement, si j'ose dire, dans la nature. C'est leur faire porter la responsabilité d'une décision qui est lourde à prendre, qu'ils n'ont peut-être pas au moment... Enfin, ce sont des directeurs d'établissement, ce ne sont pas des commissaires de police. Est-ce qu'ils peuvent apprécier véritablement, au moment où ils sont sur place, quel est le risque de trouble à l'ordre public ? Ça, on demande aux renseignements territoriaux. Nous, en l'occurrence, on a contacté les renseignements territoriaux, et voilà, qui nous informent. Il faut passer un certain temps, quand même. Il y a quelques mois, le directeur de Sciences Po Paris avait refusé une conférence de Rima Hassan et avait été validé par le Conseil d'État. Mais on ne peut pas être dans une société où on interdit les réunions, où on multiplie où l'on dissout tout mouvement dont la tête dépasse un peu, où on interdit toutes les manifestations qui risquent d'être entachées d'un trouble quelconque. Cette volonté de multiplier les interdictions, qui est le signe d'une société où les gens, même lorsqu'ils sont adversaires, même lorsqu'ils sont ennemis politiques, ne se parlent plus, n'envisagent même plus de pouvoir laisser l'autre tenir sa réunion tranquille, c'est tragique. Moi, j'ai aucune envie d'aller mettre le souk dans une réunion publique de gens qui ont des opinions opposées aux miennes. Si ça m'intéresse, j'y vais. Si ça ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. Mais à un moment donné, chacun a quand même le droit, à un moment donné, à la parole. On va voir ce qu'il adviendra de la Ligue des libertés. Ça, c'est une émanation de la droite et c'est dans les off de Lou, c'est tout de suite. Oui, c'est une réplique lancée par les nationalistes, Lou Fritel, que vous révélez, le lancement d'une Ligue des droits de l'homme de droite, c'est ça en quelque sorte ? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se définissent. Donc la Ligue des libertés, ça a été fondée par le vice-président de l'UDR, Guilhem Carayon. C'est le seul cadre LR à avoir suivi Éric Ciotti lorsqu'il a fait alliance avec le Rassemblement national à l'été 2024. C'est financé par Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire conservateur, via le projet Périclès. Périclès pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Ça donne le ton. Son objet, porter la voix des sans-voix devant les tribunaux afin que le droit se remette enfin au service du peuple. C'est Guilhem Carayon qui nous le confiait. Ces thèmes, la lutte contre le gaspillage des deniers publics, la défense des serviteurs de l'État, entendre les policiers, du patrimoine culturel, la défense de la liberté d'expression, la sécurité, la politique migratoire, l'aide sociale à l'enfance. Et son premier dossier, eh bien, c'est rendre justice à Quentin. Ces fondateurs affirment que leur boussole sera le droit, tout le droit, rien que le droit, et pas l'idéologie. Mais peut-on les croire ? Sur le droit, on leur laisse le bénéfice du doute. Sur l'idéologie, déjà, vu les thèmes qu'on a déroulés, on peut imaginer que ce ne sera pas tout à fait le cas. Ensuite, les gens qui sont dans cette Ligue des libertés, c'est intéressant de s'y pencher. Il y a l'avocat Thibault de Montbrial, par exemple, qui est peu connu du grand public, mais dont, en tout cas, qui voit Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Valérie Pécresse, Laurent Nunez se presser auprès de lui pour obtenir quelques conseils, notamment sur les questions sécuritaires, d'immigration. Il est expert. Il y a aussi des anciens ministres chiraciens et sarkozystes comme Pierre Lelouch, qu'on a vu récemment s'afficher aux côtés de Sarah Knafo, candidate municipale à Paris, Reconquête, ou encore le magistrat Charles Prats, auteur d'un best-seller, Le cartel des fraudes. C'est le livre de chevet des représentants de la droite, notamment libérale, pour lutter contre la gabegie. Il était aussi candidat RN lors des dernières législatives. Donc, si je reprends votre comparaison, cette Ligue des libertés, c'est la Ligue des droits de l'homme de droite, ils assument cette comparaison ? Oui, ils s'en revendiquent même. Alors, sans nommer la Ligue des droits de l'homme, on peut lire par exemple dans leur manifeste que des organisations
sous-entendu la Ligue des droits de l'homme. Moi, ils me l'ont confié personnellement, en tout cas. La Ligue des droits de l'homme, ils se revendiquent complètement en opposition à eux. Elle mène, selon eux, une véritable guérilla juridique pour imposer un agenda idéologique. Et en fait, cette nouvelle émanation de la sphère nationale conservatrice, identitaire, c'est un nouvel épisode dans un autre type d'affrontement, pas dans la rue, un affrontement idéologique qui existe depuis plusieurs années. Et la droite, elle, son credo, c'est combattre la gauche selon les codes de cette dernière. En judo, c'est une technique, ça s'appelle utiliser la force de l'adversaire. Merci beaucoup Lou, merci à tous les trois d'être venus ce soir parler de tout ça dans Chaque Voix compte. Je remercie également Francis Ziegelmeyer qui était en direct avec nous depuis Lyon. On passe à la question qui fâche. Ce soir, on parle de Parcoursup. Oui, si vous avez un lycéen de terminale à la maison, vous le savez, c'est la première phase de Parcoursup qui bat son plein depuis le 19 janvier pour 900 000 élèves, que ce soit des lycéens de terminale ou des étudiants en réorientation. Ils doivent choisir parmi 25 000 formations et ils ont jusqu'au 12 mars pour inscrire au maximum 10 vœux sur Parcoursup. C'est le moment qu'ont choisi les députés pour mener une mission flash sur l'efficacité de Parcoursup. Le rapport a été rendu aujourd'hui et on en parle dans un instant avec les deux co-rapporteurs, les députés Pierrick Courbon et Frantz Gums. Et Louis Boyard de LFI est également avec nous. C'est Maïté Frémont qui pose ce soir la question qui fâche. Il suffit de se rendre devant un lycée pour comprendre. Je sais pas, juste en temps de Parcoursup, je sais pas, ça me fait stresser donc. Parcoursup, la fameuse plateforme aux 25 000 formations, l'angoisse d'un bon nombre de lycéens. Pourquoi t'es stressé ? Bah ça définit notre avenir quoi, c'est ce qu'on va faire dans la vie, ce qu'on va devenir. L'un parle quand l'autre rassure. Caïs et Fares sont en terminale et ils réfléchissent encore. Pas facile de formuler 10 vœux en seulement 2 mois, et ce, malgré les conseils de leurs profs. On est très encadrés, on a des bons enseignants qui nous donnent envie de travailler. Quoi, si voilà, c'est ça. Qui nous motive. Reste que cela ne suffit pas toujours. Cet après-midi-là, les yeux rivés sur le téléphone, Octave et Lucas scrollent encore et encore sur le site, à la recherche de la formule qui pourrait leur convenir. Avoir une idée de ce qu'on veut faire, c'est compliqué. Moi je pense qu'avant c'était peut-être un peu plus simple, genre d'aller déposer son dossier après de voir les résultats. Plutôt qu'une plateforme en ligne, c'est un robot, enfin une IA qui juge si on doit aller là-bas ou pas. Et on ne sait pas en fait. Alors, mieux avant ou mieux maintenant ? Après les résultats du bac, la course aux inscriptions. Nous avons retrouvé ce reportage, il date de 2005, un temps où Parcoursup n'existait pas. La Sorbonne, quota atteint, machin. La deuxième, c'était quota atteint aussi. Et la troisième, pas de réponse, on a essayé de les joindre tout à l'heure. Impossible de les avoir au téléphone déjà. Quota atteint, c'est le refrain servi à des centaines d'étudiants en cette période d'inscription. Des ados souvent déboussolés et des parents de plus en plus perdus, prêts à débourser jusqu'à 3 500 € l'accompagnement. Certains décident de faire appel à des coachs d'orientation. Alors, il y a on est perdu, on ne comprend pas. Il y a aussi beaucoup de parents qui disent on n'a pas le temps de le faire. En réalité, cette mission dans nos accompagnements ne devrait pas avoir lieu d'exister. Alors la question qui fâche ce soir, Parcoursup, outil d'orientation ou machine à trier socialement ? Et je salue sur ce plateau Frantz Gums et Pierrick Courbon. Bonsoir, vous êtes les deux co-rapporteurs de cette mission flash sur Parcoursup. Et bonsoir Louis Boyard, député La France Insoumise du Val-de-Marne. D'abord, question aux deux rapporteurs. Vous avez pour cette mission flash mené une consultation citoyenne. Combien de réponses avez-vous obtenues ? De l'ordre de 1600 à peu près. 1600. La consultation était assez courte d'ailleurs. Oui, c'était quelques semaines. Elle n'a pas de valeur d'ailleurs scientifique, mais on a voulu vraiment donner la parole aux usagers de Parcoursup, les jeunes, mais aussi des professionnels de l'orientation, des professeurs principaux. On a eu vraiment un panel très varié, très divers. Qu'est-ce qui est ressorti des questionnaires auxquels les gens ont répondu ? Alors, il est ressorti, c'est compliqué de tirer des leçons définitives, mais globalement, moi, j'ai retenu quand même l'écart qui existe entre le ressenti des institutionnels, des professionnels pour qui, globalement, Parcoursup fonctionne bien et ne pose pas trop de difficultés, et le ressenti des jeunes qui ont un a priori, en tout cas, beaucoup plus, et même une expérience au-delà des a priori, beaucoup plus mitigée, avec toujours des mots qui reviennent régulièrement, le stress, l'angoisse, l'opacité.
Franz Gums, vous expliquez dans le rapport que Parcoursup est devenu le bouc émissaire d'un système sous-financé et saturé, avec une explosion du nombre de bacheliers, des dépenses par étudiant qui sont en baisse depuis maintenant 15 ans, des capacités d'accueil limitées, une concentration massive des candidatures sur quelques filières. En lisant le rapport, je me suis dit d'abord, le vrai problème, c'est pas Parcoursup, c'est le manque de place, en fait. Non. Vous avez bien lu? J'y ai passé la nuit, figurez-vous. Moi, je pense que la mauvaise réputation de Parcoursup dans l'atmosphère, elle est surfaite par rapport à la réalité de ce qu'on entend lorsqu'on C'est la différence entre la température réelle et la température ressentie, en fait. Lorsqu'on est dans les auditions, on n'entend pas que c'est le monstre froid qui détruit et qui mange tous les étudiants. Ce n'est pas ça qu'on entend. On connaît les défauts. Et il y a des défauts, effectivement. Par exemple, l'idée qui est dans l'opinion publique que c'est Parcoursup qui fait la sélection des étudiants, ce n'est pas une idée qui est vraie. C'est une idée qui est fausse. Ce sont bien les établissements d'accueil, les universités, avec leur personnel, leur dispositif, qui sélectionnent ceux qu'ils veulent. Et Parcoursup leur a transmis des vœux. Et Parcoursup va redescendre des propositions de ces universités. Mais justement, est-ce que finalement le problème, c'est pas l'opacité des critères, voilà, dans la façon dont ça redescend, de choix des établissements du supérieur? Alors en fait, voilà, là où quand on a voulu ouvrir la boîte noire de Parcoursup, on s'est aperçu qu'on mettait derrière le mot Parcoursup des réalités très différentes. Et en fait, ce qui pose aujourd'hui le plus de problèmes, c'est effectivement le traitement et la manière dont travaillent les commissions d'examen des vœux, formation par formation, établissement par établissement parfois, qui sont constitués d'hommes et de femmes. Ce ne sont pas des machines, mais qui parfois s'aident d'un certain nombre d'outils d'aide à la décision qu'on appelle des algorithmes locaux dans le jargon de Parcoursup. Et c'est dans le cadre de ces algorithmes locaux qui sont construits à la discrétion des formations où il y a le plus d'opacité. Et la question des critères aussi, effectivement, est à prendre en compte. Et surtout, la manière dont ces critères sont réellement pris en compte par les algorithmes locaux. C'est-à-dire qu'il y a les algorithmes, les critères et la manière finalement dont les deux fonctionnent ensemble, qui est la source de plus d'angoisse et finalement de scepticisme de la part des usagers. Nous recommandons d'ailleurs aux universités de rendre leur algorithme transparent pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Cette histoire d'algorithme, Louis Boyard, je crois que ça fait vraiment partie des sujets autour de Parcoursup qui vous agacent prodigieusement. C'est vraiment autour. C'est quelque chose qui est agaçant. J'ai été élu universitaire à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et lors d'une commission, j'avais demandé au président de l'université, premièrement de rendre public les algorithmes locaux, ce qu'il a refusé, mais j'avais aussi ajouté un amendement demandant à ce que les lycéens de la voie professionnelle soient mis à égalité avec les lycéens de la voie générale pour pouvoir accéder aux filières de droit. Et le président de l'université m'a répondu « non, on ne le fera pas ». Et donc c'est bien la preuve que dans la manière dont sont organisés les algorithmes à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, il y a une discrimination qui est faite entre les lycéens de la voie générale et de la voie allez au bout. S'il ne veut pas le faire, s'il y a ce manque de transparence, c'est pour cacher quoi ? En fait, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a été dit, Parcoursup, c'est qu'une pierre de toute la maison qui pose problème aux jeunes. En réalité, ça commence dès la seconde. Bon, parce mais là, que ce soir, on parle de Parcoursup, si vous voulez bien. Mais non, mais je vais vous parler de Parcoursup, pourquoi ? Parce que quand vous êtes en seconde, vous devez faire des choix en première pour vos spécialités qui vont être déterminantes pour la suite de votre orientation. Mais quand vous êtes en seconde, vous avez 15 ans, vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie. J'en connais même, ils ont 15 ans, ils ne savent même pas que le choix de la spécialité va être déterminant pour choisir quelle sera la filière qui définira le métier de leur vie. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand ils arrivent à 18 ans, ils sont totalement angoissés. Parce que la question, c'est pas de savoir où est-ce qu'on va passer nos 3 à 4 prochaines années. La question, c'est de savoir quelle formation on va avoir et dans quel domaine on va travailler dans le reste de sa vie. Et on en parle tellement peu aux jeunes, on n'est tellement pas transparent sur ça, qu'ensuite, à la fin, on se retrouve avec cette angoisse qui marque une génération. En tout cas, pour revenir sur le sujet des algorithmes, le rapport propose, pour y remédier, vous le disiez, d'améliorer la lisibilité des attendus et de rendre plus clairs les profils recherchés. Alors, sans dévoiler donc les algorithmes locaux, ce que vous aviez demandé, vous, à l'époque, mais en tout cas... On le demande aussi. En faisant... Vous demandez la publication des algorithmes. Oui, la transparence sur les algorithmes locaux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au regard des données personnelles ?
Non, puisque par exemple l'algorithme national de Parcoursup qui permet a posteriori par exemple de réinjecter des quotas d'étudiants boursiers ou des quotas territoriaux sont parfaitement publics. Donc après, le contenu de l'algorithme peut être critiquable, contestable politiquement, mais le fait de le rendre public, de savoir à qui on a affaire, en soi ne peut pas poser de problème, au moins en tout cas sur le plan juridique. Parce qu'on peut difficilement accepter quand même que l'avenir d'un enfant dépende de critères inconnus en fait. C'est ça, nous ne mettons pas en cause la liberté de l'université de sélectionner les étudiants de la manière qu'elle veut. Mais en tout état de cause, encore faut-il qu'elle soit transparente sur la manière dont elle le fait. Bertrand Perrier, il a une idée très tranchée sur Parcoursup et il tranche maintenant. Est-ce que Parcoursup, Bertrand, permet d'exaucer la promesse républicaine de l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur ? Et c'est toute la question, Adeline, parce qu'on en discute depuis quelques minutes, entre les vœux, les 10 vœux, les 20 sous-vœux, avec les formations plus ou moins sélectives, avec les filières sous tension, eh bien Parcoursup apparaît en tout état de cause, aux yeux des lycéens et de leurs parents, comme un labyrinthe complexe, anxiogène, une sorte de parcours du combattant opaque qui mettrait l'avenir des bacheliers entre les mains de ce fameux algorithme à la fois mystérieux, aléatoire, voire arbitraire. Et du coup, évidemment, on l'a vu dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, jouant sur le stress des familles, prospèrent les coachs privés, supposés aiguiller les choix, formater les CV, rédiger les lettres de motivation et saisir les vœux sur la plateforme pour avoir les meilleures chances d'accéder aux formations voulues. Et c'est là qu'il est le défi à l'égalité des chances, en fait. Oui, et même plus généralement au service public, parce que l'informatique pouvait être le gage du fait que la sélection se ferait sur des critères simples, objectifs, uniformes et transparents. Or, en réalité, ce qu'on a, c'est un service public, mais un service public pour initier. C'est-à-dire qu'il faut avoir les codes pour en sortir indemne, et c'est là que la promesse de l'égalité républicaine est complètement chimérique. Les notes, les appréciations et les classements ne suffisent plus. Il faut avoir les bonnes informations, les bons mots, les bons projets, pour séduire les enseignants du supérieur sur des critères objectivement divinatoires. C'est la raison pour laquelle Parcoursup, c'est devenu LinkedIn avant le bac. Et ça, c'est pas acceptable, parce que tout le monde est mis à contribution, les parents, les familles, les conseillers d'orientation, les professeurs, les proviseurs, les officines privées, on y passe ses week-ends, ses vacances, et à ce petit jeu, eh bien, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les mieux entourés, ceux qui ont le meilleur capital social et culturel et ceux qui peuvent se faire aider moyennant finance. Et ça n'est pas acceptable. Alors, en ces temps de slalom olympique, je voulais rappeler que l'égalité des chances, c'est pas tous faire le même temps, mais c'est avoir tous les mêmes skis. Eh oui, formidable Bertrand. Vous êtes d'accord avec Bertrand ? Vous avez bien lu, en tout cas, le rapport, parce que le diagnostic que vous faites, je crois que voilà, nous le partageons pleinement. Et Louis Boyard n'est pas d'accord. Louis Boyard pourra nuancer, mais ce que vous décrivez en creux, c'est finalement la qualité très discutable d'accompagnement des jeunes à l'utilisation de Parcoursup en tant qu'outil technique et puis à la préparation de l'orientation. Et on s'est aperçu que finalement, on était très 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 loin d'une effectivité, notamment des 54 heures, les fameuses 54 heures d'aide à l'orientation prévues au lycée. On a auditionné des jeunes qui nous ont dit moi, en tout et pour tout, depuis la seconde, j'ai eu le droit à 1 heure. Et pour me parler de Parcoursup, on m'a présenté une vidéo sur YouTube. Et là, on s'est aperçu aussi que malheureusement, là où il y avait le plus faible accompagnement, c'était souvent dans les établissements scolaires les plus défavorisés, avec les élèves qui en auraient eu le plus besoin. Et effectivement, Parcoursup, pour celles et ceux qui sont bien accompagnés socialement, par les parents, par des amis, etc., ou qui ont les moyens d'avoir recours à des coachs d'orientation privée, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est une faillite finalement de nos politiques publiques d'orientation que d'avoir besoin d'avoir recours à des coachs d'orientation privée. Ceux-là, ils s'en sortent bien, et puis tous les autres, quelque part, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et c'est eux qui ont le plus de difficultés. Qu'est-ce que vous proposez pour ces élèves-là alors ? Eh bien, l'accompagnement est un des points faibles. Le rapport est très sévère sur l'accompagnement. En amont de Parcoursup. Par exemple, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, beaucoup de lycéens nous disent qu'ils ont beaucoup de mal, qu'ils voient extrêmement rarement un psychologue de l'éducation nationale, les conseillers d'orientation. Et ils les ont supprimés. Et il n'y en a pas. Alors nous préconisons qu'on rétablisse
un taux de psychologues de l'éducation nationale autour de 1 pour 600 élèves, par exemple. C'est une recommandation de notre... Mais il y a vraiment des sujets, et après je passe la parole à mon collègue autour de ça, sur aujourd'hui le rôle clé du professeur principal. Et les professeurs principaux sont... pas formés, n'ont pas le temps de faire ce travail qui est fondamental pour les jeunes. Et là aussi, c'est le rôle du conseiller d'orientation des années 90. Oui, mais sauf qu'il n'y en a plus beaucoup. Bah voilà. Voilà, c'est... Fusionné avec les psy. Non, je voulais juste apporter une nuance. Je suis d'accord avec 99% de ce que vous avez dit. Donnez-nous le 1%. C'est une bonne base. Non, je ne suis pas d'accord avec la sélection à l'université. Et par ailleurs, je me rappelle qu'en 2018, y compris les députés qui ont voté la loi ORE, n'admettaient pas que c'était de la sélection partout à l'université, alors qu'aujourd'hui, c'est communément admis. Je ne suis pas d'accord avec la sélection à l'université et même dans le lycée pour des questions de fond. Est-ce qu'au moment où on a 15 à 18 ans, on doit prendre la décision la plus importante de sa vie? C'est une question de fond. Et par ailleurs, à 15 à 18 ans, quand on voit les disparités énormes, selon que vous veniez d'un lycée de centre-ville ou d'un lycée des milieux populaires ou de la ruralité profonde. Et donc, on a intériorisé le fait qu'à partir de 15 à 18 ans, c'est normal de mettre en compétition des adolescents pour la décision la plus importante de leur vie. Et on a aussi intériorisé que l'enseignement supérieur n'était pas un service public pour tout le monde. Parce que si on part du principe qu'il faut avoir une sélection dans l'enseignement supérieur, alors dans ce cas, c'est pas un service public pour tout le monde. Sauf que ce sont des formations qui sont déterminantes pour plus tard l'insertion professionnelle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que dans le supérieur, les enfants de cadre sont surreprésentés, là où les enfants d'ouvriers sont sous-représentés, et que même plus généralement dans la société, ce sont souvent les mêmes classes sociales qui se retrouvent dans les positions les plus dominantes. Parcoursup reproduit les déterminismes sociaux. Parcoursup reproduit les déterminismes sociaux, mais j'irai même plus loin. On a intériorisé, pour nous, c'est un système normal de mettre en compétition des adolescents de 15 à 18 ans pour la décision la plus importante de leur vie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour autant, vous ne pouvez pas contester le fait qu'en première année à l'université, il y a énormément d'échecs, il y a énormément de personnes qui renoncent, qui doivent se réorienter. D'ailleurs, Parcoursup est ouvert même à Bac+1 pour les réorientations. Donc, est-ce que, finalement, cette idée qu'il n'y aurait pas de sélection n'aggraverait pas les échecs en première année à l'université? Alors, en fait, il y a plusieurs questions. Pourquoi est-ce que vous avez des échecs? Premièrement, parce que vous avez des étudiants qui n'ont pas été envoyés dans la filière qu'ils voulaient. Et donc, ils abandonnent. Qui n'ont pas travaillé aussi. Mais aussi, vous avez des étudiants qui aimeraient bien travailler, mais la question de la précarité à l'université, c'est la première cause d'abandon. C'est ça, en fait, qui fait que vous avez énormément d'étudiants qui arrêtent. Et pour rester encore plus sur le sujet Parcoursup, quand vous voyez que vous en avez 10%, d'accord, ça peut près de 100 000 lycéens, qui, début juillet, ne savent toujours pas dans quelle université ils vont aller. Comment est-ce qu'ils font pour trouver l'appartement? Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir s'installer, construire leur nouvelle vie? Et donc, du coup, c'est là où vous avez une différence financière qui est immense. Est-ce que c'est la faute de Parcoursup? Est-ce qu'on n'a pas connu ça aussi dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, à l'époque de admission post-bac? Je crois que Bertrand a fait son orientation sur Ravel à l'époque. Mais oui. Déjà à l'époque, on savait assez tard de quelle filière on allait avoir, si on allait avoir de la place à la fac. Si mes collègues me permettent juste 30 secondes supplémentaires. Après, ce sera à eux. Promis. Et après, il y a des questions. Et après, les questions des téléspectateurs. Il y a une différence fondamentale entre à l'époque et aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, on avait une certaine estime de l'enseignement supérieur public. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a réduit les moyens du public et que le privé est en train d'exploser. L'enseignement supérieur privé est inscrit parmi les vœux Parcoursup. Et en réalité, c'est une stratégie délibérée de privatisation de tout le service public. Et c'est ça la différence fondamentale entre les années 2020 et les années à l'époque. C'est qu'il n'y avait pas un gouvernement qui cherchait absolument à privatiser ce service public. Ce qu'on a voulu essayer de faire, effectivement, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à Parcoursup, c'est de regarder finalement l'adéquation entre les objectifs politiques qu'on lui a assignés dans la loi ORE en 2018 et la réalité aujourd'hui. Cette loi, elle avait 3 objectifs principaux. C'était de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur, offrir un accès au supérieur pour tout le monde. Elle avait comme deuxième objectif de lutter contre l'échec en licence et elle avait pour objectif de répondre aux critiques formulées notamment sur l'ancienne plateforme APB et notamment cette question du tirage au sort. Ce qu'on constate aujourd'hui, 8 ans après, c'est que sur les critiques sur le plan technique, elles sont aujourd'hui partiellement atténuées parce qu'il reste encore un certain nombre de problèmes autour de la question du calendrier, autour de la fameuse transparence, autour de la question des critères, et que sur les aspects plus politiques, est-ce qu'on a aujourd'hui fait baisser les taux d'échec en licence? La réponse est non. Est-ce qu'on a fait baisser le volume de réorientation? La réponse est non. Et est-ce qu'on a réussi réellement à démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur? La réponse est non. On a réussi à le massifier. On a plus de jeunes
qui vont aujourd'hui faire des études supérieures qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années? Est-ce qu'on a réussi à diversifier les profils sociologiques de celles et ceux qui accèdent à l'enseignement supérieur? Malheureusement, non, ce qui nous fait dire que Parcoursup, plus qu'un outil d'aide à l'orientation, est avant tout un outil de régulation. Question téléspectateur, Bertrand. J'ai 2 questions, du coup je les mets en une seule fois. J'ai une question sur les élèves de Bac Pro. Et la question est, les élèves de Bac Pro sont-ils réellement évalués sur leur potentiel ou sur des préjugés liés à leur filière? Et la deuxième question qui nous est parvenue, c'est trop de bacheliers, pas assez de filières professionnelles. Ne faut-il pas arrêter de faire croire que l'enseignement supérieur est possible pour tous? 2 questions en une. Franz, vous voulez lui répondre? Sur la filière pro, la question est, les élèves de Bac Pro sont-ils réellement évalués sur leur potentiel ou sur des préjugés liés à leur filière? Ce ne sont pas des préjugés. Les filières Bac Pro sont organisées dans leur curriculum, dans leur contenu, pour être professionnalisants à court terme. C'est comme ça que c'est prévu, c'est comme ça que c'est calculé. Maintenant, il y a des élèves de Bac Pro qui ont du potentiel, qui leur permettrait éventuellement de rejoindre des filières d'enseignement long, comme on dit. Mais le constat statistique, apparemment, si j'ai bien compris ce qu'on nous dit dans certaines auditions, est que les chances, en réalité, de réussite à partir d'un Bac Pro dans des filières longues sont moindres que quand on La question sous-jacente, c'est est-ce que Parcoursup, c'est, j'allais dire, encore pire pour le Bac Pro? Mais alors, moi, je vais vous répondre. Sur le bac professionnel, moi, j'ai ma théorie. Je pense que dès le plus jeune âge, on met dans la tête des lycéens de la voie professionnelle que c'est une filière dévalorisée pour justifier les bas salaires une fois qu'ils feront les métiers essentiels. Deuxièmement, je sais que je vais me faire taper sur les doigts pour l'avoir dit, mais il y a une discrimination raciste et sexiste sur la voie professionnelle. Quand vous êtes noir et arabe, vous avez plus de chances d'être orienté dans la voie pro, et quand vous êtes une femme, vous avez plus de chances d'être orienté dans les filières dites sociales. Ensuite, troisièmement, une fois que vous êtes dans la voie professionnelle, pas lié directement à Parcoursup. Non, mais c'est plus profondément dans le système scolaire. C'est son algorithme à lui, ça. Que j'ai vu personnellement et qui, pour le coup, se sait. Ensuite, j'ai un troisième point. Sur la question de la filière professionnelle, on n'informe pas les gens de ce que c'est la voie pro. La première fois que j'ai été visiter un atelier dans la voie pro, je voyais comment ils étaient passionnés, comment c'était incroyable. Et enfin, j'y mettrai un quatrième point. On perd, comme vous l'avez dit, c'est une filière court terme. Donc, on a des lycéens de la voie professionnelle qui font des stages. Une fois qu'ils ont obtenu leur baccalauréat, ils sont recrutés directement par l'entreprise, alors qu'ils devraient faire un BTS pour être des techniciens du supérieur. C'est pour ça qu'on propose un revenu pour faire leurs études. On ne va pas avoir le temps d'en parler, mais je voulais aussi dire que le rapport parlait aussi du stress et du calendrier, et que parmi les propositions du rapport, il y a l'amélioration de l'ergonomie de l'application sur smartphone, il y a la mise à disposition d'ordinateurs dans tous les lycées, c'est la proposition numéro 1, et c'est même pas le cas encore aujourd'hui, et une découverte de la plateforme dès la seconde. Alors ça, je pense que ça va pas plaire à Louis Boyard, parce que déjà qu'on embête les élèves de terminale à devoir décider de leur avenir, mais si en plus on leur met ça dans la tête dès la seconde, mais peut-être que ça peut être aussi un moyen d'y réfléchir dès la seconde, sans stress. C'est pas tant une question de réfléchir, c'est qu'on s'aperçoit que les publics qui sont aujourd'hui les plus éloignés du numérique, qui sont le plus en situation de précarité socioculturelle, ce sont les plus pénalisés, et ce sont eux qui ont le besoin d'être le plus accompagnés. Je reviens parce que le temps imparti est écoulé. C'est l'heure de Valérie Brochard, c'est le Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale tout de suite. Bonsoir Adine. On commence ce Bourbon Express avec la séance de questions au gouvernement qui a aussi porté sur les inondations. Eh oui, Adeline, Météo France a prolongé ses vigilances pour risque de crue jusqu'à aujourd'hui inclus. Pour Vigicru, c'est une situation exceptionnelle qui dépasse tous les records. Après, voilà, vous le voyez, de nombreuses perturbations, dont la violente tempête Nils. Le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge, et 11 départements du sud-ouest de la France sont maintenus en orange. La ministre de la Transition écologique a été interpellée à 2 reprises. De l'argent sera débloqué pour aider les sinistrés. Mais la ministre a aussi avancé quelques pistes pour l'avenir. Il nous faudra réfléchir aux moyens de renforcer notre résilience face aux événements climatiques d'ampleur. L'artificialisation excessive des sols joue un rôle déterminant dans ces crues d'ampleur. C'est pourquoi il nous faudra la limiter et renforcer aussi le recours aux solutions fondées sur la nature.
Voilà, et à l'Assemblée nationale, il est aussi question des futures vacances parlementaires. Ouh là là, attention Adeline, n'allez surtout pas dire ça à la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet sait bien que c'est pourtant l'expression consacrée pour parler de la fermeture du Palais Bourbon entre le 2 et le 22 mars, mais elle préférerait qu'on utilise le mot interruption. Et quand on a posé la question à Constance de Pellichy, la députée du Loiret était plutôt d'accord, écoutez. Sincèrement, j'aimerais beaucoup partir 3 semaines en vacances, mais ce ne sera absolument pas le cas. Et je connais peu de députés qui partiront 3 semaines en vacances. D'une part, il y a la question des échéances électorales. Il est de tradition que le député mouille la chemise pour aller soutenir un grand nombre de candidats de sa circonscription. Et d'autre part, nous pouvons caler des rendez-vous en circonscription. Donc, je ne connais pas l'agenda total de l'ensemble des députés de cet hémicycle, mais je peux vous assurer que le mien sera bien rempli. Et figurez-vous, Adeline, que certes, il n'y aura pas de séance dans l'hémicycle pendant cette période, mais les commissions, elles, seront bel et bien au boulot. Je vois que tout le monde acquiesce. Et sachez que nous aussi, il n'y a pas d'interruption parlementaire ni de vacances pour chaque voix compte. On sera là aussi pendant cette période. Après les vacances, après l'interruption parlementaire, on se demande quel sera le programme des députés ensuite jusqu'à l'été. Oui, alors on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que l'Assemblée nationale va faire dans les prochains mois, mais je peux vous donner le programme législatif du gouvernement jusqu'à l'été. Alors, vous le voyez, il a été décidé en conférence des présidents ce matin de se pencher sur les textes suivants en avril, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentats. En mai, l'extension des prérogatives des polices municipales, la sécurité du quotidien et la mise en place de l'allocation solidarité unifiée. Et en juin, il sera question de la programmation militaire, de la justice criminelle, de la restitution des biens culturels provenant d'États qui en ont été privés et de la réduction de l'artificialisation des sols. Un agenda qui ne plaît pas vraiment au patron des élus communistes. Ça m'inspire rien de bon, puisque si je résume, une loi pour fusionner les prestations sociales, c'est-à-dire une loi antisociale, une loi pour l'économie de guerre et 3 lois sécuritaires. Voilà, je vous laisse juge de ce que sont les orientations du gouvernement Lecornu d'ici la fin de mandat d'Emmanuel Macron. Et pour Paul Molac du groupe Lyot, quelques regrets. Eh bien, c'est particulièrement chargé. Il y a des lois qui n'ont pas été retenues, par exemple celle sur la vie chère dans les Outre-mer, ça va nous toucher directement, donc il faudra qu'on en parle évidemment. Je subodore que nous n'arriverons peut-être pas au bout fin juin et donc il faudra évidemment continuer un petit peu au mois de juillet. Vacances repoussées. Oui, on annule nos billets départ pour le 1er juillet. Avec un programme pareil, il y aura très certainement une session extraordinaire. Merci Valérie, merci à tous les 3. Merci Lou et merci Bertrand. Passez une excellente soirée sur la 8. Dans un instant, c'est Débat Doc. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et vous la retrouvez aussi sur lcp.fr. On sera de retour demain en direct à 19h30. Bonne soirée, à demain.